Batman kuraja, hakuna matata. Ona, yeah. Bonjour à tous ou bonsoir à tous, bienvenue à TNT Show, votre web émission préférée. Voilà, donc je suis Thibaut, enchanté. Avant tout, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2020, que cette nouvelle année puisse être l'année de la victoire. Meilleurs vœux pour cette année, bonheur, santé, réussite dans toutes vos entreprises. 2020, 20 sur 20 partout les gars. Si vous avez des projets, des idées, lancez-vous vraiment. Faites-vous confiance. Ne vous souciez pas du regard des gens. N'écoutez pas Léon dit. Faites-vous confiance et ne jamais laissez le doute s'installer, surtout pas. Voilà, donc à présent, je vais vous présenter le concept de l'émission TNT Show. Donc c'est une émission de débat dans laquelle je serai accompagné de mes invités. Nous échangerons, nous débattrons sur un thème principal. Et l'objectif, c'est vraiment d'aborder différents sujets qui seront toujours en rapport avec ce thème principal. Voilà, donc à présent, je vais accueillir mes invités. Veuillez me rejoindre, s'il vous plaît. Bonjour. Ça va et toi? Ça va. Donc, je vais vous laisser vous présenter, honneur aux femmes. Moi, je m'appelle Mariva, j'ai 28 ans et je suis là pour dialoguer aujourd'hui avec vous sur le TNT Show. Merci beaucoup. Bien sûr. Je m'appelle Marvin, j'ai 26 ans et je suis venu aussi débattre du sujet d'actualité avec les autres présents. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, c'est parti les amis. Le thème du jour sera l'homme noir et la femme noire dans la société. L'homme noir et la femme noire. Je vais démarrer avec une petite question. Donc, par rapport à l'éducation parentale reçue, pourriez-vous me donner 3 mots pour la définir? Maëva, s'il vous plaît. 3 mots pour définir l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Tout d'abord, je dirais respect. D'accord. Ouais, respect. D'accord. Partage. D'accord. Et pour finir, je dirais amour. Parfait. Vraiment ce qui était au centre de notre éducation D'accord. en grandissant. Nickel. Et toi? Alors, pour moi, c'est le respect avant tout, l'autorité dans l'éducation ça, c'est sûr. et les valeurs, les traditions prennent une place importante D'accord. Ok. chez nous, à mon sens. Ok, bah c'est 3 mots qui résument parfaitement. Moi, je dirais également le respect, donc ça, c'est la base. Le partage et la méritocratie, ce serait mon 3e mot. Ça, c'est vraiment pour définir. Ensuite, quelles seraient les principales valeurs qui vous ont été transmises dès l'enfance jusqu'à aujourd'hui, selon vous? Ça peut reprendre les mots que vous savez. Ouais, les principales valeurs, je dirais le partage. Ça, Le partage, parce que issu d'une famille nombreuse, c'était la base, si je peux dire, la base partagée entre goûter, les filles et les garçons, que ce soit la nourriture, les habits, tout, on partageait tout. J'avais des grandes sœurs et des petits frères, donc on partage tout ensemble. C'est ça. Et quoi d'autre comme valeur que j'ai reçue? Le travail. Vraiment, ouais. Travail, comme tu disais juste avant, la méritocratie. Travailler pour avoir justement ce qu'on veut, ce à quoi on aspire. C'est bien, c'est exactement ça. Et toi, Marvin? Moi, je reprends les choses que j'ai dites juste avant, c'est-à-dire le respect, parce que bon, ça c'est fondamental. D'accord. L'autorité, parce que il faut toujours respecter, on nous a souvent appris à respecter les aînés, à respecter ceux qui nous entourent, et beaucoup d'autorité. On le résume bien. Moi, effectivement, c'est le respect, c'était voilà, faut respecter les anciens. Donc, j'ai 3 grandes sœurs, donc c'était à la maison, le respect, on néglige pas ça. La méritocratie, c'est important également, puisque si tu veux quelque chose, il faut te battre pour l'avoir. Mes parents m'ont toujours fait comprendre que si tu veux quelque chose, il faut vraiment te battre pour l'avoir, bien travailler à l'école, insister sur ce point-là. Et voilà, je me rappelle encore même le jour où ma mère m'a acheté la PlayStation. Elle m'avait dit, il faut travailler à l'école si tu veux cette PlayStation. Donc j'étais en CE1, j'ai bien travaillé et elle me l'a offert. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. Et ça reste gravé, forcément. Et ça te donne en fait,
ça permet d'avoir une valeur, de connaître la valeur des choses. C'est vraiment... envie de continuer comme Voilà, exactement. Je reproduirai ce même schéma-là et c'est important. C'est très très important. Diriez-vous qu'il y a une différence entre l'éducation du petit garçon et de la petite fille? Moi, à mon sens, il y a une différence. Il y a une différence chez qui? Dans quelle éducation? Entre le garçon et la fille, chez la culture africaine et noire en général. C'est-à-dire que la fille, quand elle est petite, elle doit suivre sa mère dans la cuisine. On lui apprend à faire les tâches ménagères, à préparer, à faire la lessive, alors que le garçon, il a comme une certaine liberté où il peut faire ce qu'il veut. Après, ça dépend des familles où il y a un garçon ou une fille, ou une fille et un garçon, ou deux garçons ou deux filles. Ça peut varier en fonction. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je mettrais des réserves parce que, après, comment dire, est-ce qu'il y a une différence dans l'éducation d'une fille et d'un garçon? Parce que d'une famille à l'autre, ça peut varier. Ça peut varier. D'une communauté à une autre, ça peut varier. Tout à fait. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles plus traditionnelles. Tout à fait. Il y a des familles, selon par exemple la religion. Une famille musulmane, elle ne va pas élever ses enfants, peut-être pas, je sais pas, de la manière qu'une famille monoparentale chrétienne ou une famille maghrébine, c'est pas forcément pareil. Ouais, donc ce serait généralisé dans un premier temps. Ensuite, pour mon histoire, il y a eu des différences dans l'éducation qu'on a reçue, que ce soit entre mes sœurs et moi, et l'éducation qui a été donnée à mes frères, parce que c'est des hommes, ils ont été les derniers. Je sais que ma mère, elle a fait, en premier, elle a fait que des femmes. Donc ensuite, lorsqu'elle a eu les garçons, c'était waouh, elle a décroché le gros lot, donc c'était le prince. Ils ont été choyés. C'était pas tout à fait la même chose. Donc ouais, effectivement, il y a une grosse différence, notamment ce que tu disais, ce que tu soulignais. Justement, ce que tu viens de souligner, c'est ce qui se passe souvent dans les familles africaines en général et même dans les familles maghrébines. Après, la société est faite aussi pour mettre qu'il y ait une différence entre les filles et les garçons. Quand vous reprenez les jouets, par exemple, les jouets de ménage sont destinés aux filles et tout ce qui est travaux, construction, sont plus destinés aux garçons. Exact. Ouais, moi, je partage tout à fait ce que tu dis. Moi, je suis le seul garçon, donc avec mes 3 grandes sœurs à la maison, j'étais le prince à la maison, donc forcément, je rentre pas dans la cuisine, je fais pas à manger. Elles sont là pour prendre soin de moi. Ils ont beaucoup insisté sur l'aspect maternel, en fait. Donc, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Après, au niveau des sanctions, on était sanctionnés de la même manière. Ça bougeait pas. Mais j'avais, si je peux dire, un peu plus de liberté. Peut-être, je pense que ça peut se ressentir. Mais au niveau des sanctions, c'est que quand quelqu'un faisait une bêtise, ça rigolait pas. Donc, Et toi, avec le recul, ça te plaît? C'est quelque chose que tu inculqueras à tes enfants? C'est une configuration que tu... Bonne question. Ben, en fait... Là, pour l'instant, j'ai que des filles, donc je sais pas. Mais c'est vrai que j'insisterai quand même sur le côté maternel. La fille, il faut qu'elle sache gérer un foyer, il faut qu'elle sache prendre soin des enfants. J'insisterai beaucoup dessus. Et je pense que je reproduirai le même schéma. C'est ce que j'ai connu, donc je reproduirai le même schéma. Après, l'homme, je dirais qu'il soit débrouillard. Il faut forcément insister dessus. Moi, ma mère, ce qu'elle me disait souvent, c'est sois vraiment responsable de tes actes et tu grandiras. Tu répétais vraiment souvent ça. Donc ça mettait une petite pression quand même. Mais en grandissant, j'ai compris vraiment qu'elle avait raison sur ce point-là. Elle avait vraiment raison. Au final, est-ce qu'on n'inculque pas les mêmes valeurs Parce qu'on apprend à la femme à gérer un foyer maternel. L'homme aussi, il faut qu'il sache gérer son foyer. Donc est-ce que ça se ressemble pas? Peut-être pas de la même manière, mais oui, pas de la même manière, mais ça se rapproche. Oui, qu'on... effectivement, ça se rapproche. On est d'accord à ce niveau-là. En général, dans nos écoles, on retrouve un mélange de cultures, donc différentes origines. Qu'est-ce que vous direz que cela vous a apporté? Pour ma part, personnellement, je pense que ça m'a beaucoup apporté. Parce que être dans une école où il y a plusieurs cultures, plusieurs religions, forcément ça aide. Parce que ça te permet de t'ouvrir sur le monde. Exactement. Ça te permet de découvrir autre chose. Et on sait très bien que en étant jeune, c'est là qu'on assimile énormément de choses. Tout à fait. Et justement, avoir cette ouverture d'esprit dès le plus jeune âge, ça permet, en grandissant, d'être beaucoup plus ouvert d'esprit et de voir les choses différemment. Et accepter la différence, surtout. Ouais, tout à fait. Parce que, comme je disais, au sein d'une même fratrie, on a... parce qu'en fait, en grandissant, on connaît pas les choses. Ouais, donc, en grandissant au sein d'une même fratrie, t'as ton frère qui... Nous, par exemple, en tant que... dans nos familles, il y a différentes couleurs de peau, il y en a qui sont plus claires que d'autres, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus grosses. Donc déjà, il faut savoir accepter cette différence-là au sein de ta famille. Donc quand tu arrives
à l'extérieur et que tu vois, tu as des copines qui sont marocaines, d'autres qui sont laotiennes. Tu dis, mais il y a beaucoup de diversité. Exact. Donc ça te permet déjà, comme tu disais, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, mais aussi accepter l'autre. Exactement. Donc en grandissant, c'est plus compliqué d'avoir peur d'autrui plus tard, je pense. D'accord. Ouais, en ayant grandi dans un endroit où... les cultures étaient mélangées. Exact. C'est exactement Ouais, ça. c'est Ouais, ça rejoint ce que vous dites. Hein. C'est une ouverture d'esprit, c'est une richesse. C'est limite, tu prends l'avion, en fait, tu voyages sans prendre l'avion. En fait, c'est d'avoir des amis turcs, vietnamiens, ghanéens de différentes origines. Donc c'est vraiment une richesse. Tu peux piocher un peu dans les qualités de chacun pour te construire. Donc c'est quelque chose vraiment d'appréciable. Tu peux découvrir des saveurs également au niveau des nourritures, hein, forcément. La nourriture asiatique. Chercher le couscous pendant le ramadan. Voilà, c'est ça, c'est la base. Donc, non, vraiment, c'est une richesse, une ouverture d'esprit, donc ça donne envie après de voyager, de découvrir d'autres cultures, d'autres horizons. C'est quelque chose vraiment de très intéressant. Et est-ce que vous direz que dans votre scolarité, ou même dans vos expériences professionnelles, vous avez ressenti ou vécu des choses enfin, vous avez vécu des choses dues au fait que vous soyez noir, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi, personnellement, franchement, j'ai jamais ressenti de racisme ou de différence. Ouais. Mais quand j'étais petit, je voulais être blanc. c'est un truc à dire, qui revient. Mais pourquoi Tu voulais être blanc parce que tu avais conscience, entre guillemets, des white privilege, ou parce que tu voulais la couleur de peau, parce que qu'est-ce qui te dérangeait dans ta... C'était parce que j'avais pas de goûter en allant à la garderie. Tout ce que je faisais à la nourriture. Non, blague à part. Tu insinues quoi, que les parents africains ne donnent pas de goûter? Non, c'est pas ça, mais bon, en fait, en étant petit, on avait quand même un peu moins de choses. Bon, par exemple, à Noël, les consoles vidéo, c'est quelque chose que, quand j'avais 5-6 ans, j'avais pas le droit parce que ma mère avait pas forcément les moyens ou pas forcément l'envie, elle comprenait pas forcément cela. Je comprends. Mais sinon, non, j'ai pas vécu particulièrement de différence, donc voilà. Moi, on peut reprendre la question, s'il te plaît? Est-ce que dans ta scolarité, ou même dans tes expériences professionnelles, vous avez ressenti ou vécu des choses, en fait, qui soient liées vraiment au fait que vous soyez noir? À part les commentaires qui n'avaient pas vraiment de sens, je dirais pas que... Non, j'ai pas vécu particulièrement de choses qui me pointaient du doigt, si ce n'est les... Ah, t'es de quelle origine? Ivoirienne? Ah, bah moi aussi, j'ai ma belle-sœur ivoirienne. Oui, et... Donc, est-ce que lorsque tu rencontres un Africain, il faille qu'il y ait un rapport, il faille que tu trouves quelqu'un qui lui ressemble pour combler les vides? C'est le genre de commentaire qui m'a dérangé. Après, je pense que c'est une manière aussi de te découvrir un peu plus. Moi, ces commentaires-là, je les trouve pas forcément méchants, mais c'est vrai que ça peut être lourd. Mais après... Non, je veux pas parler de méchanceté. J'ai dit que ça faisait la... Pas, on va dire, le rapport. Ouais, je comprenais pas forcément. Après ça, c'est vrai que ça aurait pu être... peu importe, ça aurait pu être dans n'importe quel domaine. Oui, voilà, mais je trouve... Ouais, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment lieu d'être. D'accord, ok. Ce genre de commentaire qui m'a dérangé. En ce professionnel, moi, j'ai jamais vraiment vécu de choses difficiles, on va dire. Mais... j'ai un souvenir, un responsable un jour qui m'avait sorti une punchline du genre oui, moi j'ai des amis noirs, mais toi tu es différent d'eux, donc je me suis un peu trompé sur toi, je m'attendais pas à ça, donc mais bon, ça m'avait pas fait tic sur le coup, mais c'est vrai qu'en prenant du recul, ça m'a touché quand même. Parce que tu te dis, est-ce que tous les hommes noirs doivent être similaires? Tu es différent de mes autres amis noirs? Oui, mais parce que c'est peut-être ta classe sociale, c'est ton énergie que tu as. Pourquoi je devrais ressembler à tes amis noirs? Voilà. À présent, donc dès l'enfance, quels sont les personnages médiatiques ou non auxquels vous vous êtes identifié? Selon vous, pourquoi? Je te laisse la parole, Marvin. Moi, pour ma part, Michael Jordan. Ça, c'était une icône de notre enfance. Michael Jordan, Kobe Bryant, les joueurs de basket qu'on voyait. Après, il n'y en a pas eu tant que ça. Michael Jackson, un petit peu. La base. Et, après, pour ma part, c'est tout. Après, j'ai aussi beaucoup aimé Zidane, Thierry Henry, tout ça, tout ce qui était sportif, artiste, acteur. D'accord. Et selon toi, c'était pourquoi? Parce que
Tu leur ressemblais Parce que ça permettait de s'identifier un petit peu à eux. À quelqu'un. D'accord. C'était... Moi, je dirais... J'ai pas eu d'icône, de star à laquelle je m'identifiais. C'est plutôt, avec mes sœurs, on se mettait dans la peau des groupes, des stars. Pour, Destiny Child. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Destiny Child, pour danser comme elle, faire des shows, parce qu'on aimait beaucoup la danse. Mais après, étant plus jeune, je me disais pas, j'aime beaucoup Mariah Carey, je veux suivre la vie de Mariah Carey. Non, c'était pas comme, j'avais pas encore cette maturité-là pour vouloir suivre une voie. Non, c'était vraiment purement artistique, j'aime beaucoup, je veux reproduire dans ce sens-là. Ok. Donc, Parfait. Et toi, c'était Moi, quoi? c'était Will Smith, Eddie Murphy et Lilian Thuram. Ouais. Ces trois-là, ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'as apprécié en Je l'ai trouvé eux? marrant, je l'ai trouvé très marrant. Et voilà, le Prince de Bel-Air, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est. Donc j'ai grandi avec ça, donc forcément, c'est quelque chose que j'appréciais. Et Lilian Thuram, parce que je faisais du foot, donc on jouait le même poste. Je me suis identifié à lui, donc c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Bon, on n'a pas eu la même finalité, la même carrière, mais c'est quelqu'un vraiment que j'appréciais. Et voilà. Bon, ensuite. Et pensez-vous que le fait de s'identifier à ces personnes a eu un impact sur l'homme et la femme que vous êtes devenus aujourd'hui? Pour ma part, pas vraiment, parce que c'était des mondes complètement différents. Si j'aurais voulu devenir un grand basketteur ou un grand acteur, j'aurais pu m'identifier à eux et m'en servir comme modèle. Exactement. Après, dans leur mindset, je pense que au niveau de leur mentalité, ils ont apporté quand même beaucoup de choses. La détermination, le travail, la volonté. Mais dire que grâce à eux, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, je pourrais pas dire ça. D'accord. Pareil pour moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas encore... comment dire, j'étais pas dans un mood où oui, j'apprécie beaucoup la carrière de Beyoncé, je veux devenir comme Beyoncé. Non, pareil, j'étais pas dans ce mood-là. J'ai apprécié reproduire, mais il n'y a pas franchement eu d'impact parce que c'est, comme disait Marvin, c'est deux mondes totalement opposés en fait. On n'est pas des mêmes milieux, on n'a pas la même vie, donc non, je pourrais pas dire que ça a influé sur mon présent. Également. Moi, en grandissant, je faisais des petites blagues à l'école, forcément. Quand tu regardes Eddie Murphy, Will Smith, tu veux faire rire les amis. Mais la galerie. Après, en grandissant, c'est vrai que tu te construis toi-même et tu fais abstraction de tout ça, on va dire. Selon vous, quels sont les actes que l'on commet entre nous qui peuvent nous rendre parfois la vie difficile? Est-ce que... Donne-nous une piste. Qu'est-ce que, voilà, nous, entre noirs, qu'est-ce qu'on peut faire qui nous complique la tâche? Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, toi, si je viens vers toi, qu'est-ce que je peux faire de mal, comment dire, quelque chose de mal qui va te mettre dans des difficultés, en fait, tout simplement. Donne-moi un exemple pour être plus... je vais vous dire, en fait, moi, ce que je pense. Ce que tu retiens. Voilà. Pour moi, la base, c'est... ce qui nous rend la vie difficile, c'est... le colorisme, c'est le fait de faire une nuance entre les différents teints, donc avec le teint foncé, teint clair, le fait de vraiment mettre en valeur les personnes au teint clair, on va dire, et de dénigrer, dévaloriser celles en teint foncé, dark skin, comme on dit. Donc c'est quelque chose assez délicat, je trouve, parce que souvent on emploie un ton assez péjoratif, on va dire la personne elle est noire, tu vois, et c'est quelque chose... pour certaines personnes, ça peut être compliqué, ça peut frustrer, ça peut emmener voire à se dépigmenter. Tu vois, les personnes qui pratiquent cela, donc souvent elles ont reçu beaucoup de remarques dans ce sens-là et finissent par perdre confiance en elles et ça a donné à ce type d'acte-là. Après, bon, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, c'est pas faux, mais quand tu regardes vraiment la base de la chose, c'est le fait qu'on fait cette distinction entre les teints, on va dire. Ça, et une deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est la dissociation, on va dire, entre le noir né en Europe et celui né en Afrique, avec l'appellation blédard. Donc ça, c'est quelque chose de compliqué. Franchement, je l'ai employé étant plus jeune. En grandissant, tu te rends compte que c'est très péjoratif et ça ne met pas la personne qui quitte son pays pour venir en Europe dans de bonnes conditions. Elle cherche à s'intégrer, si on la catégorise en blédard, et on emploie un ton assez fort, souvent c'est insultant et péjoratif. Donc
c'est quelque chose que je trouve vraiment qui nous rend la vie difficile, hein, tout simplement. Donc, après ça vient, c'est issu d'un complexe, hein, parce que blédard, ça veut dire quoi? C'est une personne qui vient du pays. Mais de quel pays? À partir de quel pays on est considéré comme étant blédard? Quel pays on est considéré comme étant in? Parce que quelqu'un qui vient des États-Unis, qui arrive avec son accent américain, qui te parle en quinri, tu vas dire ah ouais, oh, stylé. Ou une italienne qui vient avec sa langue maternelle, tu vas dire ah, avec son petit accent italien, c'est stylé. C'est stylé. Mais si je te parle avec un accent africain, tu vas dire ah ouais, lui, le blédard. Et pourquoi en fait, tu vois, c'est pour ça que je dis que pour moi c'est issu d'un complexe qu'on a nous-mêmes, et ça c'est parce que pourquoi cette personne elle serait qualifiée elle serait rabaissée, ce serait blédard. Elle a les valeurs de ton pays natal, elle a tout que ce soit la langue, les valeurs, l'éducation, c'est 100% bénéfique. Parce que chacun a bien grandi quelque part, donc pourquoi grandir là ce serait pire que grandir là et ouais, c'est dommage. C'est pas faux. C'est pas faux. Moi, je pense que tout ça, c'est dû à l'éducation. Et quand je dis l'éducation, c'est pas celle qu'on a à la maison, c'est celle qu'on a au quotidien. Parce qu'au final, on est beaucoup à la maison. Au quotidien, par qui? Au quotidien, c'est-à-dire à l'école, avec ton groupe d'amis, quand tu vas être dehors. Parce que on est éduqué d'une manière. En fait, on a reçu une éducation africaine à la maison, mais quand on va dehors ou à l'école, on est français. On reçoit une éducation française. Quand la France gagne la Coupe du Monde, on la célèbre comme notre pays d'origine. Donc je pense que cette différence-là vient du fait qu'on est éduqué en fait à la française. Et que beaucoup renient aussi leur africanité. Que ça soit... comment expliquer comment dire, il y en a qui par exemple mettent beaucoup qui se prétendent africains mais qui vont retourner jamais dans leur pays d'origine. Et ça déjà à partir de ce moment-là c'est déjà un gros problème. Quand tu dois partir en vacances et que tu préfères partir en Thaïlande, au Maghreb ou aux États-Unis plutôt que dans ton pays d'origine, déjà là il y a un petit souci, donc c'est ça qui explique un peu ce décalage. Exactement, je suis d'accord. Et pour moi c'est quelque chose de compliqué parce que ça nous minimise complètement. Parce que quand on va là-bas, on est accueillis comme des rois, comme des princes, mais quand ils viennent ici, c'est compliqué. Sur ce que tu dis, un Brésilien qui va venir, on va le dire, Brésilien. Un Sud-Africain même qui vient d'Afrique, mais qui parle bien anglais, on va le dire, un Sud-Africain, c'est souvent le côté de l'Afrique de l'Ouest, on va dire que ça. Parce que c'est l'anglais qui prime, c'est l'Amérique qui... Parce qu'on a grandi en ayant ces icônes-là, que ce soit Beyoncé ou Jordan, comme on disait, ou Kobe Bryant, c'est ça en fait. Si tu leur ressembles, t'es là. Mais quand tu ressembles à autre chose comme nos parents, c'est moins bien, ça reflète l'échec, et c'est ça qui est dommage. Parce que je pense qu'aussi il y a eu un complexe d'infériorité aussi de nos parents qui ne sont peut-être pas appris assez qui n'ont pas assez valorisé l'Afrique par rapport à l'Europe. Je pense qu'il y a eu aussi un décalage à ce niveau-là. Et puis pareil, quand on va dans notre pays, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi la première fois que je suis parti dans mon pays, au Togo, j'ai eu aussi un certain complexe de supériorité parce que j'avais quand je suis allé là-bas, mon père m'a dit t'as des papiers, donc forcément t'es bien, on va te courir après. Donc après, en grandissant, la mentalité a changé. Effectivement. Voilà. Et comme autre, parce que la question initiale c'était quoi? C'était qu'est-ce qu'on a pu vous faire? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut se faire, pardon? Qui nous complique la tâche. Et moi, il y avait un point aussi qui me je me dis, mais franchement, pour la communauté, en tout cas, c'est pas facile. Quand il s'agit d'entreprendre, on va se dire quoi? Le premier réflexe, non, faut pas faire un business avec un noir. Le noir est l'ennemi du noir. Donc si ta pensée, ta pensée à la base, elle est négative. Non, lui, si je travaille avec lui, il va me doubler, il va me faire ça. Tu te bats sur les stéréotypes, etc. C'est quand même dommage, en fait. Donc, tu vas préférer collaborer avec d'autres personnes, d'autres communautés qui sont réputées pour être plus sérieuses, qui sont réputées pour être plus travailleuses, plutôt que de collaborer avec les tiens. Les tiens, Je peux comprendre. Donc je trouve que ça aussi c'est dommage. D'insister sur ce point-là, c'est pas faux. Bon, cette question en fait, elle va permettre d'aborder un point essentiel à présent. Parlons de la relation entre l'homme noir et la femme noire, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Mon sujet préféré. Voilà, on va l'aborder,
pas trop long, mais on va l'aborder. Donc voilà, ce qui revient assez souvent, c'est que l'homme noir délaisse la femme noire pour aller vers les autres femmes des autres communautés. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire en fait par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui te revient? Est-ce que tu as des punchlines, on va dire, qui te sont sortis assez souvent? Quel est ton avis par rapport à tout ça? Est-ce que j'ai des punchlines? Après, le problème c'est qu'il ne faut pas faire l'amalgame quand l'homme noir se met en relation avec quelqu'un de notre communauté. Parce qu'il y a, d'une part, il y a celui qui va dénigrer ou rabaisser la femme noire parce que il n'aime pas. D'accord. Et d'autre part, il y a celui dont c'est pas le goût. Ouais, voilà, tout simplement. Parce que tout simplement, il y en a qui aiment les blondes, les brunes. Voilà, les goûts, les couleurs, ouais, c'est plus que et l'amour, ça s'explique pas. Donc après, tu peux pas jeter la pierre à quelqu'un parce qu'il est avec une, je sais pas moi, avec une italienne plutôt qu'avec moi, sa consoeur ivoirienne. Bah non, il sort avec qui il veut en fait. Mais le truc qui est déplorable, faut pas dénigrer ou rabaisser l'autre. C'est ça. Rabaisser la femme, parce que pourquoi dire, ce qui va revenir c'est quoi? Ah non, je peux pas sortir avec une femme qui a des faux cheveux. Oh, je peux pas sortir avec une femme qui a des tresses. Je peux pas sortir avec toi parce que tu me fais penser à ma soeur. T'es belle pour une noire. Qui ressemble à ta soeur? Pourquoi je ressemblerais à ta soeur? Ces gens-là, j'aimerais bien débattre avec eux, ceux qui ont ce point de vue-là. Parce que je me dis, pourquoi je ressemblerais à ta soeur? Qu'est-ce qu'il y a? Du fait qu'on ait la même couleur de peau, c'est ça la ressemblance? Donc non, je comprends pas. Vraiment, là, je sèche. Donc après, c'est vaste. C'est vaste, ouais. Il nous faudrait tout un épisode pour une émission pour aborder ce sujet. Avec les toute une émission, je pense. Ça sera pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est que l'amour, ça ne se choisit pas. Donc forcément, si tu choisis quelqu'un d'une autre communauté, il n'y a pas de problème en fait. Mais le problème se pose à partir du moment où tu travestis les valeurs qu'on t'a inculquées et que tu respectes pas d'où tu viens en fait. Faut pas oublier d'où tu viens, faut pas oublier comment on t'a éduqué. Et même c'est une question de respect même de personne. Tu peux pas dénigrer une communauté sous prétexte qu'il y a certaines choses qui ne te plaisent pas. Si ça ne te plaît pas, c'est ton droit. C'est ton droit. Mais après, se travestir de cette manière-là, moi je valide pas du tout parce que faut pas oublier d'où on vient. Ouais, c'est vrai. Mais et après, excuse-moi, je te coupe. Tu peux pas venir crier au racisme et crier à la discrimination quand toi-même tu fais acte de quand tu te comportes de telle manière en fait. On aura un épisode. Je vais juste donner. J'espère être invité là à ce moment-là. T'inquiète pas, je vais juste donner mon opinion. C'est que moi en fait, chacun voit midi à sa porte. Que tu veux te mettre avec une jaune, vert, blanc, rouge, c'est ton choix, donc peu importe. Mais c'est vrai, le fait de rabaisser pour prouver que ton choix est le meilleur, c'est quand même assez compliqué pour la femme, mais ça touche plus à la femme, j'ai l'impression, parce que bon, c'est dans les deux sens, les femmes. Ça nous touche moins, est-ce que tu rejoins ce que je dis? C'est plus les femmes qui en sont. Non, ça arrive aussi, ça arrive aussi de l'autre côté. Il y a des femmes qui repoussent complètement l'homme noir. C'est ça, y a pas de... Mais bon, après, ça arrive un peu plus rarement parce que c'est pas la même chose. D'accord. Bon, à présent, ça sera l'inverse de la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc, selon vous, quels sont les actes qui pourraient être réalisés envers nous-mêmes pour nous simplifier maintenant la vie? De la vie de tous les jours, on va dire. Comme tout à l'heure, je te demanderai un exemple. Préciser? Oui. D'accord. Je vais reprendre ce que Marvin a dit tout à l'heure par rapport à parler de l'estime. Donc, moi, je pense que, en fait, ce qui devrait être mis en place dès le départ, c'est apprendre à s'aimer, l'estime de soi. Donc, vraiment miser sur sur cela, puisque c'est dès le début que c'était vraiment insister sur ça. Et que l'enfant puisse grandir avec une bonne image, qu'il puisse s'accepter, parce que j'ai une vidéo, je sais pas si vous avez vu, par rapport au test de la poupée, qui m'avait pas mal touché. Donc c'est, comment dirais-je, des petits enfants de 3 ans, 3-4 ans, on leur met une poupée blanche, une poupée noire, et ils doivent en fait dire, voilà, quelle est la poupée la plus gentille, quelle est la poupée la plus belle, et la plupart en fait se tournent vers la poupée blanche. C'est des enfants noirs et ils se disent, oui, la poupée noire n'est pas jolie, n'est pas belle, elle est méchante, donc c'est quelque chose vraiment d'assez fort, je trouve, et
voilà, s'ils ont ces idées-là dans la tête, ça vient pas de nulle part. Bien Ça vient quelque pas de part. nulle part. Donc c'est quelque chose vraiment Ouais, parce qu'on qu'après, devrait insister là-dessus, sur l'estime de soi. C'est quelque chose vraiment. Après, moi, je pense que, pareil, la base vient de l'éducation, parce que, comment dire, en ayant reçu une éducation africaine à la maison, je pense qu'il y a il y a eu un gros défaut à ce niveau-là. Après, je ne fais pas une généralité, mais bon, c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que nos parents ne nous ont pas assez appris à nous valoriser et à nous aimer. Donc, déjà, à ce moment-là, je pense qu'il y a un problème. Et après, c'est la société en général. Mais bon, après, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que les choses changent. On voit de plus en plus d'acteurs, de présentateurs noirs à la télé. Donc, ce qui permet aussi une meilleure identification. C'est ça. T'as quelque chose à rajouter, Marie, par rapport à tout ça? Non, vous avez... On a assez bien synthétisé. Ouais, moi, j'ai pas encore d'enfants, mais bon, je sais que lorsque j'aurai des enfants, vraiment, l'estime de soi, c'est super important. C'est la base. C'est super important parce que l'estime de soi, ça peut ça peut changer une personne. Ça peut te faire te sentir capable. Exact. Et lorsque tu es capable, tu sais ce que tu peux faire, ce que tu peux accomplir. Exact. Moi, dans mon entourage, je sais, pour la petite histoire, j'ai quelqu'un qui est d'origine guyanaise, qui est né dans une famille où on parlait de couleur, ils sont tous clairs de peau. D'accord. Ils sont tous chabas. Ok. Et cette personne, elle est super foncée. D'accord. Super foncée, Ok. pour donner une idée, ouais, quand même beaucoup plus que moi. D'accord. Beaucoup plus foncée que moi. Ok. Et dans ça passait pas trop, quoi. Ouais, je vois. C'était, ah ouais, ah le noir, pourtant on était tous noirs à la base dans la famille. Et bon, c'était le noir. Et il me disait, oui, moi en grandissant, ma mère, elle me regardait tous les matins, quand j'allais à l'école, elle me disait, mon fils, tu es noir, tu es ébène, mais tu es beau. Ouais. Regarde-toi dans le miroir, tu es beau. Ouais. Aujourd'hui, chaque journée que tu vas passer, ne laisse personne te faire croire le contraire. Voilà, que non, t'es plus foncé, t'es moins beau, parce que le clair est plus beau. Non, on disait non, chaque jour, ma mère me disait, mon fils, tu es beau et t'as une belle couleur, ta couleur, elle est superbe. Et ça m'a marqué, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais. Je dis, elle a fait le taf. C'est super important. Ouais. Déjà à sa fille, oh, tu es bien habillée aujourd'hui, tu es belle comme ça. Pour que tu es intelligente, pour que la personne elle grandisse en sachant ce qu'elle vaut. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu n'as pas justement le soutien de tes parents ou les bons commentaires, ça peut pousser à faire des choses, aller chercher ailleurs. Ce que tu disais tout à l'heure, oui, je ne veux pas travailler avec les Noirs, parce que les Noirs sont comme ça. Après, souvent... Tu peux avoir cette discussion à côté d'enfant, l'enfant qui écoute ça, il va se dire... Parce que l'enfant, on le formate, clairement. C'est une éponge, il absorbe tout et c'est vrai que... Vraiment, l'enfant, tu le formates. Si en grandissant à la maison, par exemple, tu dis à ton enfant, oui, tu es capable, tu peux y arriver, oui, il faut travailler en communauté, c'est ce qui va rester dans la tête de l'enfant. Exactement. Mais si tu lui dis dès son plus jeune âge, ah non, faut pas travailler avec eux. Non, moi j'ai travaillé avec eux, ils ont volé mon entreprise, ils ont fait ci. Qu'est-ce que tu veux que une opportunité, l'enfant va se dire, en fait non, pardon, je fuis. Je vois ce que tu veux Donc dire. ça dépend de ce que tu mets à la tête de l'enfant. D'accord, très bien. Ok. Donc abordons maintenant le domaine de la musique en France. Donc certaines célébrités, donc par exemple on a Maître Gims, Dadju, Booba, Karis, MHD, Niska, NASA, Kebla, Kaya Nakamura, Black M, Youssoufa, la liste est longue, voilà. Donc, comment qualifierez-vous l'image véhiculée par ces célébrités? Pour moi, ils ont des images d'artistes, ils ont des belles images, mais ils ont des images avant tout d'artistes français. Ils n'ont pas des images d'artistes africains. Et après, je pense qu'il ne faudrait pas aussi tout mélanger. C'est des personnages publics, certes, mais avant tout, c'est des artistes et leur métier, c'est d'être artiste et de chanter. Donc, on peut, même si par leur audience et parce qu'ils renvoient, on peut pas leur attribuer tous les mots. Parce que je pense que la base, ça doit venir déjà à ton niveau, à ton petit niveau. Voilà, comment t'es éduqué, comment tes parents, ce que t'inculques tes parents. Mais après, c'est vrai qu'il pourrait aussi avoir ce surplus, ce supplément d'âme en véhiculant de bons discours, en essayant d'aider la communauté et de faire des actions humanitaires et tout. Mais après, ils font beaucoup aussi, mais ils ne communiquent pas forcément sur voilà. tout. En off, effectivement. Moi, je n'ai pas totalement adhéré à ce que tu as dit. Ils ont des images d'artistes français. C'est quoi une image d'artiste français, une image d'artiste africain? Parce que ils ont des images d'artistes français. Après, je te laisse développer, mais c'est des artistes
ils sont français pour la plupart, qui ont peut-être grandi très jeunes, ils ont grandi dans leur pays d'origine, mais qui vivent et qui évoluent en France et qui ont percé en France. Donc c'est quoi une image d'artiste français? Justement, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire c'est des artistes français avant tout. Avant d'être des artistes africains, c'est des artistes français. En fait, moi, par rapport à mon opinion, je dirais que ils véhiculent une bonne image. Voilà, après, leur rôle, c'est vrai que c'est de faire de la musique, vendre des disques, remplir des salles, ça c'est sûr, mais ils véhiculent une bonne image. Donc, parfois, il y a des petites bagarres dans les aéroports, des petits trucs comme ça. Bon, ça peut arriver, effectivement, des petites altercations, mais en général, ils véhiculent une bonne image et ils montrent la réussite. Donc, c'est quelque chose de très appréciable. Forcément, voilà, quand on voit leur niveau de vie actuel, pour certains, c'est très élevé. Donc, on se dit, c'est une réussite, donc c'est quelque chose de très appréciable, je trouve. Mais sinon, je dirais quand même qu'ils véhiculent une assez bonne image. Après, ça reprend ce que tu viens de dire. Donc, ma prochaine question serait, selon vous, ont-elles un rôle à jouer envers la communauté noire? Et si oui, lequel? Tu as déjà donné ton point de vue tout à l'heure. Moi, je pense que tout le monde peut avoir un rôle à jouer. Après, via leur audience et via leur succès, leur popularité, ils pourraient mettre en place des actions. Mais qu'ils ont peut-être déjà mis en place. C'est ça qu'ils ont déjà. C'est exactement parce qu'ils communiquent pas forcément sur tout. Exact. Mais on peut pas et même s'ils font pas, on peut pas les blâmer sur ça. On peut pas les blâmer sur ça parce que je sais pas, tu vas pas dire à un maçon qui a réussi, qui gagne 3 000 euros par mois, qu'est-ce que tu fais pour ta communauté? C'est pas son travail. C'est pas son travail. C'est le supplément d'âme que tu peux avoir, mais il faut pas tout mélanger. D'accord. Ouais, parce que chacun a son rapport avec son pays d'origine, chacun a son lien en fait. Donc pour moi, ce serait grotesque de dire, admettons, à une personne, je ne vais pas citer d'artiste, à une personne qui a réussi et qui est artiste en France, admettons Monsieur X, oui Monsieur X, comme tu viens du Congo, il va falloir que tu fasses des actions humanitaires au Congo tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Pourquoi? Il a peut-être été au Congo 2 fois dans sa vie. Qu'est-ce qu'il rattache au Congo? Exact. Qu'est-ce qu'on on peut pas juger en fait. On peut pas juger. C'est sûr. Donc ce point de vue-là, c'est pas faux. Ouais. Et moi, je dirais c'est pas leur rôle effectivement, et quand certains le font, donc réalisent des actions, par exemple que Black avait fait un son sur la traversée des migrants qui viennent en Europe, j'ai trouvé ça très, très appréciable, très touchant. Il y a eu également Kerry James et Youssoufa qui avaient fait un concert pour récolter des fonds par rapport à la famille d'Adama Traoré, par rapport à ce qui s'était passé. C'est des choses vraiment très appréciables, et c'est important donc de mettre en valeur ces actions, je trouve. Donc c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc, que pensez-vous du traitement médiatique envers ces célébrités? Le traitement médiatique ou de l'acharnement médiatique? À quoi tu fais référence? Non, comment au niveau des médias, comment ils sont identifiés, comment ils sont présentés? Est-ce que c'est... Après, pour moi, c'est vaste encore, parce que les médias, c'est qui? Est-ce que les médias, c'est leur Instagram? Est-ce que les médias, c'est BFM TV? Est-ce que les médias, c'est qui les médias? Au niveau des différentes chaînes de télé, peut-être au niveau des articles qui peuvent paraître dans les journaux. Encore une fois, je pense que ça dépend de quel artiste tu parles. Parce que un artiste comme Soprano sera pas... on va pas parler sur lui comme... si je compare par exemple à Caris qui a eu la bagarre à l'aéroport. Donc, ça dépend aussi quel est le public visé par l'artiste. Parce que Maître Gims, tu vas pas en parler comme tu en parles de Niska ou de Nino. C'est différent. C'est une question de culture musicale et c'est aussi générationnel, je pense. D'accord. Au niveau du traitement médiatique, moi, ce qui me revient, c'est Aya Nakamura directement. J'ai l'impression qu'elle, en fait, elle n'a pas droit à l'erreur. J'ai l'impression que... Et ça, à quoi c'est dû? Pourquoi c'est... Je sais pas. D'où ça vient? C'est peut-être le fait de ne pas avoir l'habitude de voir une star noire moi, à ce niveau-là. Je sais pas, mais je trouve qu'elle n'a pas le droit de faire un faux pas. Si elle fait un faux pas, on casse directement. C'est mon avis. Si tu prends l'origine des choses, Aya Nakamura a été maltraitée médiatiquement parce qu'elle a fait des erreurs de communication. Et quand
t'es un artiste à ce niveau-là, il est de ton devoir en fait de te former et de pouvoir bien ne pas faire d'erreurs médiatiques comme elle a commises. Elle a eu plusieurs couacs et c'est de là qu'est venue sa mauvaise image parce que elle est maltraitée médiatiquement. Mais si tu vas un peu sur les réseaux sociaux, dont Twitter, que ce soit par la communauté noire ou par la communauté arabe ou ce que tu veux, elle a sa fanbase, mais elle a aussi beaucoup de détracteurs et qui viennent de tous horizons. Donc ça, après, c'est plus dû à un problème de personnalité qu'un mauvais traitement médiatique parce que c'est une femme noire. Je suis pas d'accord. D'accord, je peux comprendre. Bah, moi, je Vas-y. renseigne pas beaucoup sur Aya Nakamura. D'accord. J'ai pas vraiment d'opinion à apporter. J'ai pas vraiment d'opinion à apporter. Après, c'est sans doute vrai. Il y a vraiment peut-être un acharnement médiatique sur elle, parce que moi je sais que quand je regarde Twitter de temps en temps, je vois elle a pas le droit à l'erreur, elle fait un clip, elle est scrutée, elle fait chaque commentaire qu'elle fait ou chaque message qu'elle met. Il y a de ça aussi, mais après il y a aussi peut-être du caractère, comme tu disais tout à l'heure, parce que je sais qu'il y avait plein de, comment dire, elle a une réputation d'être méchante, notamment ce qui s'était passé au Sénégal, je crois que c'était à Dakar. Aussi, quand tu reprends le dernier couac qu'il y a eu en date, c'est le Téléthon. Quand tu regardes comment elle a communiqué au Téléthon, c'est là que tu vois que au niveau de sa com, elle est pas bonne, donc c'est normal qu'on lui tombe dessus parce que c'est un personnage public. C'est vrai, c'est compliqué. Parce que c'est les personnages publics, elle est là maintenant, elle a Nakamura, et tu dis mais on va épier ses faits et gestes. Et, ça, c'est le jeu après, c'est le jeu. C'est un peu compliqué. Mais pour vous, quel impact peuvent avoir certaines de ces célébrités, donc musicalement, au niveau de la personnalité, quel impact? Moi, je pense que comme on l'a évoqué plus tôt, il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à eux. Ouais, c'est vrai. Par exemple, tu nous demandais tout à l'heure à qui tu t'es identifié. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, moi, mon neveu qui a 2 ans, dans quelques années, il va s'identifier à Kobalade, il va s'identifier à Niska, il va s'identifier à toutes ces personnes-là, parce que c'est les personnes qu'on voit aujourd'hui. Et ça peut, en fait, c'est à double tranchant. Ça peut être bénéfique comme ça peut être très mauvais. C'est ça. Parce que honnêtement, pour un jeune de 16 ans issu des cités, des quartiers populaires, qui s'identifie, disons moi, à Kobalade, qu'est-ce qu'il chante concrètement? Ouais, je bibi dans le bloc, tu vois ce que je veux dire? Je bibi dans le bloc, je fais 15 000 euros, etc. À 15 ans, moi étant par exemple un petit garçon ivoirien de 15 ans, qu'est-ce que je veux faire? Moi aussi, regarde Kobalade, regarde sur Instagram. Tu disais c'est l'opulence. Il a une Rolls Royce, il a je ne sais quoi. C'est pas mal, moi aussi je vais bibi dans le bloc et je vais y parvenir. Donc c'est moyen. Mais après, t'as d'autres choses aussi. T'as des personnes qui vont se dire ah ouais, il a bossé, il a chanté, il est passionné quand même. Parce que tu vas dire oui. En fait, c'est vraiment. C'est vaste parce que ça dépend quel artiste tu prends, quel message véhicule, quel public il vise. Donc c'est une question un peu vaste. Non, parce que je dis ça, mais j'ai mis des réserves, même sur Kobalade. Je disais oui, il chante, je bibi, etc. Mais de l'autre côté, le mec il est en studio. À 5h du matin, le gars il est levé, il est en studio. Il dort pas jusqu'à 16h. C'est un chef d'entreprise maintenant. Il fait des tournées, il a des obligations, il a plein de choses. Donc tu peux pas lui jeter la pierre non plus, tu vois. C'est pour ça que je disais que c'est mitigé, quoi, tu vois. Ça dépend. Tu fais le choix, tu as ton libre arbitre, tu fais le choix de ce que tu choisis. C'est aussi ce qu'il raconte qui fait son succès. Il aurait véhiculé un autre message et il n'aurait pas eu la même audience. C'est pas faux. Moi, je dirais, au niveau de l'impact, moi, j'aime bien déjà musicalement, quand je vois des MHD, NASA, que Black, ça, c'est leur musique, j'apprécie avec les sonorités africaines, des choses qui reviennent souvent, donc c'est quelque chose que je trouve très, très bien. Et au niveau des personnalités, je les connais pas personnellement, mais en les suivant sur les réseaux, tu vois qu'ils partagent un peu les mêmes délires, que voilà, ils sont jeunes comme nous, donc tu te dis, ils sont bons délires, ils sont bons vivants, donc c'est quelque chose de bien, et j'apprécie. Après, au niveau de... ce que je trouve appréciable, c'est que lorsque tu as réussi, donc que tu fais des actions de là où tu viens, dans la ville d'où tu es origine, voire même dans le pays dans lequel tu es origine. Je pense à, par exemple, Mac Taylor qui avait lancé le fait de distribuer des fournitures dans sa ville. Donc c'est quelque chose, pour l'éducation, c'est beau, tu vois, c'est des choses beaux. Niska qui avait fait le sponsor pour la CAN organisée à Évry, c'est quelque chose avec l'impact que ça avait eu au niveau des médias, c'est quelque chose de bien, je trouve, c'est intéressant. Ouais, clairement. À présent, au niveau du cinéma, que pensez-vous de la position des Noirs dans le monde du cinéma français? Pour moi,
ils sont un peu toujours cantonnés au même rôle. Ouais. C'est-à-dire le guignol, le gangster. Mais bon, petit à petit, les choses changent. Petit à petit, les choses changent. Exactement. Mais bon, après, les grands acteurs qu'on a, c'est qui Omar Sy, qui a resté aux États-Unis, qui a un très bel exemple de réussite. Parce que la réussite, c'est les États-Unis. Pardon? Parce que la réussite, c'est les États-Unis? Non, j'ai dit que c'était un très bel exemple de réussite. Non, je demande. Bah, dans le cinéma, quand tu perces à Hollywood, c'est un peu le Saint Graal. C'est comme quand tu es footballeur, tu gagnes la Coupe du Monde, ça c'est. Donc les États-Unis, dans le milieu du cinéma, c'est la réussite. Ah bah, Hollywood, c'est un peu. C'est juste une question, c'est pas une attaque, c'est une question. Ah oui, je pense que oui. Ok. Je pense que oui. Après, t'as quelque chose à rajouter pour ça? Non. Moi, ce que je trouve, c'est que ça a changé. Bon, avant, c'était le noir, c'était toujours en boubou. Il vient, il disait 2-3 mots avec un accent. Tout le monde sait ce qu'il a fait. C'était vite fait. Mais ça évolue. Donc, effectivement, c'est souvent les mêmes rôles dans les banlieues. Mais après aussi, c'est dû aussi. Je pense que les humoristes aussi, ceux qui font du stand-up et tout aussi, un rôle à ce niveau-là, parce que. Au niveau de comment on est perçu, parce que quand tu regardes des Issa Diop, Issa Doumbia, quand tu vois un peu ce qu'il partage et comment il a réussi, on peut pas trop se plaindre, parce que quand tu te mets dans une case, après c'est normal que c'est pas faux. Que tu restes dans cette case. Après, mais je pense aussi qu'il faut pas rester cantonné sur les négatifs, parce qu'il y a aussi par exemple l'exemple de Fari. Fari, ce que je sache, c'est un humoriste noir qui fait plein de choses. Il a, comment dire, il fait il dénonce plein de choses. Et il est engagé, il est assez engagé. Donc il n'y a pas que les guignols qui dénigrent l'Africain. Il y a des gens qui entreprennent des choses et qui dénoncent des choses beaucoup plus plus sérieuses. Ça évolue. Bon, après, je pense que c'est un point positif, c'est que par rapport à il y a 20 ans, il y a énormément de choses qui ont évolué entre-temps. C'est sûr. Ça fait que les actions et les choses... Maintenant, tu vois des films, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait Bienvenue au Gondwana, c'est un film qui avait été tourné en Côte d'Ivoire. Avec le Gondwana, c'était un pays imaginaire. Il y avait Gou, Djigbe Cravate. Ça fait plaisir de les voir dans les salles françaises. Et je trouve qu'il y a une évolution au niveau des films. Bon, c'est vrai que après, les Noirs sont pas trop attirés par le cinéma non plus. C'est pas un domaine aussi prisé que le cinéma. Oui, c'est vrai qu'au final, tu peux pas trop te plaindre non plus, parce que bon, le nombre d'enfants, par exemple, de parents qui inscrivent leurs enfants au théâtre, c'est quand même assez limité. Donc forcément, le vivier est aussi pauvre. Après, les choses ont changé. C'est pas faux. Côté comédien humoristique, donc on a les Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Amit Silla, Issa Doumbia, Claudia Tagbo, un bon nombre. Quel est votre avis par rapport à leur humour? Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? Moi, c'est des humoristes que j'apprécie pas, mis à part Thomas Njijol et Fabrice Eboué, mais après, tout le reste pour moi, c'est pas des modèles, c'est pas des exemples, c'est des humoristes que j'apprécie pas du tout. D'accord. Moi, c'est pas le genre d'humoriste que je regarde. Je regarde occasionnellement. Occasionnellement, voilà. Occasionnellement. Donc j'ai même pas d'avis pour dire sur. Je connais pas en fait ce qu'ils font. C'est ça. J'ai pas vraiment d'avis sur. C'est pareil. Bon, je vois que souvent il y a des punchlines, on va dire, qui ressortent et qui prennent en autodérision la communauté. C'est un peu mal vu. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage et c'est vrai que c'est. En fait, on a besoin de ça, on va dire, pour percer au niveau du public français. Je pense que c'est surtout ça. Mais bon. Après, moi, c'est vrai que je suis plus humoriste réseau, donc on va avoir les Sagalov, Sako, voilà, J-Max, Tonio Life, Tata Oscar, Toku, tout ça. Là. Ça, c'est un humour qui me touche un peu plus et qui me plaît un peu davantage, donc je trouve. J-Max, il a fait des sketchs assez limites aussi. Hein. Ouais. Mais après, c'est une légèreté, je trouve que c'est... une tantine à perruque. C'est pas, comment dirais-je... c'est à l'instinct, c'est au feeling. Moi, je ressens les choses comme ça, je trouve ça bien. En tout cas, c'est big up à eux, en tout cas. Ouais, en fait, c'est vrai que le fait de grossir les traits, pour les comédiens humoristes, je reviens dessus, le fait de grossir les traits, ça renforce le cliché qu'on va avoir sur le noir, tu vois. Ça corrobore les idées reçues, quoi. Ouais, ça aide pas, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pas au domaine du soin, donc...
Voilà, donc on va prendre le football en exemple, le sport le plus apprécié et le plus populaire. Donc je vais résumer en gros. Plusieurs sujets ont fait débat ces dernières années. Donc on a eu l'histoire des quotas, donc avec Mediapart qui lançait que voilà, il y avait trop de Noirs et d'Arabes dans les centres de formation, qu'il fallait limiter. On a eu le cas Willy Sagnol qui avait parlé d'une joueur noir le moins cher, donc plus puissant, mais le foot ce n'était pas que ça. Il y avait aussi la technique, l'intelligence, la discipline. Et pour finir, on a eu le cas du racisme anti-blanc selon Pierre Ménez. Donc est-ce que tu pourrais faire une analyse par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à toutes ces actualités? Au niveau du sport, le problème c'est qu'ils sont rentrés dans des clichés, dans des idées reçues. Et je pense peut-être qu'ils ont aussi mal formulé leurs propos. Ça a été dit avec beaucoup de maladresse. Je pense après c'est pas forcément pour les défendre, mais faut voir aussi ce qui est. Par exemple, dans les centres de formation, la formation française, les entraîneurs privilégient énormément tout ce qui est joueurs athlétiques, joueurs physiques, grands costauds puissants. Et voilà, c'est depuis les années 90, 2000 que ça commence à être comme ça. Exactement. Et ça, c'est expliqué par plusieurs raisons. C'est parce que quand tu es entraîneur, surtout dans des niveaux moins de 15, moins de 13, les joueurs que tu vas chercher, tu vas jouer des joueurs pour te faire gagner les matchs, pour aller plus loin. Donc forcément, entre un joueur de 13 ans qui est grand, costaud, qui court vite, et un joueur qui est physiquement va pas tenir la route, l'entraîneur va forcément faire ses choix en fonction. Donc encore une fois, c'est des causes, les causes qui sont évoquées là. Tu peux pas te plaindre parce que à la base, c'est ce qui est préconisé. Exactement. Ouais, c'est sûr. Dans les centres de formation, on retrouve beaucoup de noirs. En France, on mise beaucoup sur la qualité athlétique, un joueur puissant, et après, si tu veux changer ta formation, dans ce cas-là, tu modifies à la base ces choses-là. Tu prends un joueur un peu technique, par exemple Griezmann qui est obligé d'exiler sur les qualités techniques en Espagne, par exemple. C'est pour ça que tu as des joueurs Griezmann qui a explosé en Espagne, alors qu'il avait commencé en France. Et c'est quelque chose effectivement de compréhensible, tout se comprend par rapport à ça. Et par rapport au terme du racisme anti-blanc de Pierre Ménez, ça, moi je pense que c'est un peu compliqué, parce que dans le foot, je pense pas qu'il y a du racisme. Clairement, dans les clubs, c'est visible. Moi, je sais que j'ai fait du foot pendant un certain nombre d'années et on misait pas un joueur par rapport à sa peau. Donc c'est après plus ça jaune, vert, rouge. Après, Pierre Ménès, c'est un journaliste qui vit sur les polémiques, et donc j'attribuerais pas énormément de crédit à ce qui effectivement. Le fait que le joueur noir soit moins cher, ça c'est une réalité. Un joueur qui est formé en Afrique, on va l'acheter moins cher qu'un joueur qui vient du Brésil, parce que le Brésil c'est plus shine, qui est un joueur du Brésil ou d'Argentine qui a pas montré grand chose. On va plus miser d'argent sur lui que sur un joueur qui peut venir du continent africain, par exemple. Donc, je pense que ça s'explique par rapport à ça. Voilà, et j'ai une question pour toi. Donc il y a un journaliste qui avait dit... Je reviens dans la conversation. qui avait dit, c'est pas la France qui est championne du monde, mais c'est l'Afrique. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? C'est dommage. Parce que à quelle heure on est français, à quelle heure on est africain au final? Ça revient à se poser la question, à quel moment on est français, à quel moment on est africain? Quand on joue au foot, on est africain. En fait, c'est compliqué. C'est confus. C'est confus, dommage. Donc, c'est dommage, c'est surtout ça. Et d'un autre point de vue, moi, en fait, c'est pour ça que je suis toujours mitigé. Tu diras, au final, dans l'équipe de France, fais l'inventaire de l'équipe de France. Qui est dans l'équipe de France? Non, je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que c'est. Mais. C'est son opinion, mais ce qui est beau, moi, je trouve, c'est que, en France, dans l'équipe, t'as des Marocains, des Guinéens, des Sénégalais, des Maliens. C'est Benetton, clairement. C'est ça qui est beau, tu vois, quand tu regardes la Coupe du Monde, c'est le pays le plus mixte au niveau des origines. Donc c'est ce qui est beau, et qui se battent pour le même drapeau. Le drapeau français, c'est quelque chose de beau, donc je trouve ça vraiment. Donc dire oui, c'est l'Afrique. Lorsqu'ils ont été qualifiés pour la Coupe du Monde, on les a pas traités d'Africains. C'est vrai. Et par rapport au statut des grands joueurs africains, donc on va parler par exemple de Mohamed Salah, Sadio Mané. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça au niveau de l'échelle des joueurs mondiaux, on va dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? C'est de très bons joueurs, des excellents joueurs. Mais après, comment dire, la FIFA et l'UEFA, c'est des entreprises.
entreprise, c'est-à-dire que tu vas vendre un produit et le marketing est super important. Donc c'est-à-dire que quand tu vas prendre tel ou tel joueur, tu vas le faire avant tout pour des raisons de marketing. Donc c'est-à-dire que tu vas prendre en compte les performances, mais à niveau à peu près équivalent, bah tu vas choisir quelque chose tu vas choisir un joueur qui va mieux vendre ton produit. Donc tout est business. Donc pareil, le Ballon d'Or, meilleur joueur UEFA, meilleur joueur FIFA. Il y a une polémique. Il y a une polémique, mais il aurait mérité. Ça reste des prix marketing. Après, voilà, c'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué, d'autant plus que quand tu vois les votes, je sais pas si tu avais vu, tu vois, les pays africains, beaucoup avaient misé sur Messi, Ronaldo, donc tu te dis, bon, si dans le continent, ils peuvent ne pas mettre le meilleur joueur en exergue, en fait, qui dans les meilleures conditions pour pouvoir remporter ce titre, donc là, c'est compliqué. Mais après, à ce niveau-là, je pense que c'est pas une question aussi que de nationalité. Ouais. Parce que il y a eu, pour moi, il y a eu plusieurs vols. Ribéry, il doit avoir le Ballon d'Or en 2013, Griezmann en 2016, Iniesta en 2010. C'est pas faux. Bon, après, c'est pour ça que je te dis encore, c'est pour des raisons de marketing. Donc, ils vendent leurs produits, ils vendent leurs compétitions, ils vendent leurs joueurs. C'est ça qui leur apporte de l'argent. Donc, on est d'accord. Bon, on va s'arrêter là, sinon on va continuer sur le foot pendant des heures. Donc, l'émission touche à sa fin. Donc, merci à vous vraiment d'avoir accepté l'invitation. Mariva, merci Marvin. Vous avez été super. Avec plaisir. Moi, j'ai apprécié discuter de tout ça avec vous. C'était intéressant. Parfait. Mais il faudrait qu'on reprenne plus de temps pour aborder davantage le sujet. Un petit mot pour conclure, Marvin ? Ce fut un plaisir de participer à cette émission-là. Peut-être une prochaine. Ok. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Donc, j'espère vous revoir très prochainement. Donc, cette première émission, c'était une réussite. Je suis vraiment satisfait de la participation de mes invités. Donc, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Minister.